Salam alaikum, Mazoul, Fellaoun, alhamdoulilah, rakoum gah bkhir. 29 juin 2025. Vous connaissez cette date, elle correspond à un jour triste pour l'Algérie, pour la révolution algérienne, pour la grandeur de l'Algérie. Il s'agit évidemment de l'assassinat en Algérie de feu Mohamed Boudiaf, Rabbi Yarhamou. Cet homme, c'est celui qui a décidé de lutter par les armes contre la colonisation française en 1954. Je sais que les nouvelles générations ne le connaissent pas beaucoup car le 29 juin 1992, il a été assassiné depuis. De temps en temps, on en parle à l'occasion de cette date anniversaire tragique. Mais j'ai voulu honorer la mémoire de ce grand homme qui est resté très peu au pouvoir, 27 ans après avoir été incarcéré, envoyé dans le Sahara. Donc on a fait appel à lui après 1988. Vous vous en souvenez, octobre 88, il y a eu les fameux événements tragiques, entre 500 et 1000 morts, des jeunes Algériens en majorité. Ensuite, il y a eu des élections législatives en Algérie en décembre 1991. Le pouvoir de l'époque n'a pas voulu organiser un deuxième tour de ces élections législatives car le parti islamiste, c'est-à-dire le Front islamique du salut, allait remporter ces élections et avait promis de modifier la Constitution dès lors qu'il réussissait à obtenir les 2/3 à l'Assemblée populaire nationale algérienne, ce qui était perçu par les mouvements démocrates, les mouvements féministes et par l'armée comme un casus belli, comme on dit, casus belli. Et c'est la raison pour laquelle, en janvier 1992, l'armée a poussé le président en exercice de l'époque, feu Chadli Benjedid, à démissionner. Et ainsi, pendant 10 ans, il y a eu des troubles importants en Algérie. C'est ce qu'on appelle la décennie noire, qui a fait entre 100 et 200 000 victimes algériennes. La décennie noire n'a pas opposé des Algériens à des étrangers. La décennie noire a opposé des Algériens contre d'autres Algériens. C'est ce qui s'est passé aussi aux États-Unis d'Amérique entre 1861 et 1865. Il y a eu aussi une guerre civile entre le nord industriel et le sud esclavagiste. Il y a eu 700 000 morts et 2 millions de blessés aux États-Unis, car le Sud ne voulait pas mettre fin à l'esclavage, alors que le Nord des États-Unis voulait mettre fin à l'esclavage afin que les Noirs puissent travailler dans les usines, dans les industries qui étaient majoritairement dans le nord du pays. Donc sachez que la guerre civile est un phénomène courant qui touche de nombreux pays. Alors en Afrique, vous avez l'exemple du Rwanda. À partir de 1994, il y a eu 800 000 morts entre Rwandais de différentes tribus. Il y a aussi la guerre civile en France, notamment après la défaite contre l'Allemagne en 1871. Il y a eu 35 000 morts. Donc l'armée a tiré contre le peuple parisien. 35 000 morts, 15 000 déportés en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que la France n'est pas très heureuse d'en parler. En tout cas, sachez que les guerres civiles, c'est quelque chose d'horrible, et c'est la raison pour laquelle un grand philosophe politique britannique qui s'appelle Thomas Hobbes avait dit que la pire des choses qui puissent toucher un pays, c'est le désordre, car le désordre crée la guerre civile, et c'est extrêmement difficile de mettre fin à une guerre civile. Les États-Unis ont mis 4 ans à mettre fin à la guerre civile en 1865, l'Algérie a mis 10 ans, en 2000 notamment, avec 2 lois, 2 référendums sur la concorde civile et sur la réconciliation nationale. Alors, je vous fais cette introduction pour vous dire qu'après la démission forcée de feu Chadli Benjedid est arrivé un glorieux révolutionnaire qui, pendant 27 ans, s'était réfugié au Maroc, chez notre voisin marocain, à Kenitra. Il vivait une vie paisible et tout d'un coup, en janvier 1992, l'armée a décidé de faire appel à ce grand homme,
feu Mohamed Boudiaf, il a accepté cette mission d'être le chef du Haut Conseil d'État. Sa mission a été écourtée, à peine 6 mois à être revenu en Algérie. C'était le 29 juin 1992. Il a été tué par un de ses gardes du corps, par un militaire que j'ai eu l'occasion de croiser dans la prison de Qléa, Mbark Boumarafi. Très calme, très sportif. Je me suis dit, après tant d'années, donc c'était en janvier 2019, donc c'était 92, 2019, faites les comptes, ça faisait 27 ans. Je me suis dit, comment un Algérien, a fortiori un soldat, un militaire, peut tuer son propre président? Et là, je me suis dit, finalement, là, l'État, comme disait le grand constitutionnaliste français Georges Burdeau dans son livre L'État, je vous en ai parlé il y a quelques jours, il disait que l'État est régulateur, mais en même temps, il est enjeu de lutte politique. L'État n'est pas quelque chose de neutre. L'État, c'est un organe indépendant de la société. Il a ses propres règles, il a ses propres fonctionnements pluriels, il a sa propre logique, il a ses propres intérêts. Et si un militaire sûrement téléguidé, vous pouvez imaginer, a décidé de tuer le président de notre pays, c'est-à-dire son président, c'est que finalement, après réflexion, l'État peut être amené à un certain moment, au pluriel, de prendre des décisions qui ne sont pas forcément dans l'intérêt ni du pays, ni du peuple, ni en conformité avec son histoire. Car cet homme-là n'est pas n'importe qui, Mohamed Boudiaf, Rabbi yarhamou. C'est celui qui a convaincu le groupe des 22, qu'il a d'ailleurs désigné, pour lutter armes à la main contre le colonialisme français qui refusait toute réforme politique afin que les Algériens d'Algérie aient les mêmes droits que les Français d'Algérie. Donc la décision qu'a prise feu Mohamed Boudiaf n'était pas spontanée. Cette décision était le fruit d'une analyse qui tendait à démontrer que la France coloniale n'avait aucunement l'intention d'accorder les mêmes droits aux Algériens en Algérie, les mêmes droits que les Français. Évidemment, il y a eu évidemment des mouvements politiques, réformistes, qui prenaient l'intégration, notamment le mouvement de feu Farhat Abbas. Il y a eu le combat politique de Messali El-Haj, d'abord avec l'étoile nord-africaine, ensuite le Parti du peuple algérien, ensuite le mouvement des triomphes des libertés démocratiques. Il réclamait politiquement, pacifiquement l'indépendance algérienne, mais après ce qui s'est passé le 8 mai 1945, je vous rappelle que c'est parce que la France coloniale avait emprisonné Messali El-Haj et déplacé en Afrique, déporté en Afrique, que le peuple algérien s'était révolté. Et vous savez qu'il y a eu 45 000 martyrs lors de ces manifestations du 8 mai 1945 à Kharrata, à Stéphane et à Galma, pour demander la libération du leader nationaliste de l'époque, Messali El-Haj. Donc, Mohamed Boudiaf, qui a fait la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, il en est sorti d'ailleurs en 1945 brigadier chef de l'armée française, au même titre d'ailleurs que Ahmed Ben Bella. Je vous rappelle que beaucoup de révolutionnaires de 1954 avaient fait leurs armes pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment Mustafa Ben Boulaïd, Rabbi yarhamou. Donc nous avions des hommes
qui avaient eu l'opportunité pendant la Deuxième Guerre mondiale de s'exercer aux armes. Et c'est parce qu'ils avaient eu l'expérience du feu, l'expérience des combats, notamment en Italie, avec la fameuse bataille remportée grâce aux fantassins algériens, nord-africains et noirs africains de Monte Cassino, que finalement les révolutionnaires de 54 se sont dit, mais maintenant qu'on a eu l'expérience militaire, pourquoi nous n'essayerions pas d'utiliser cette expérience militaire, mais pas au service de la France, mais plutôt au service de l'Algérie, du peuple algérien et de la nation algérienne. Et ce n'est pas un hasard si les chefs de l'OS, l'organisation spéciale qui avait été créée en 1949, à l'époque il y avait des grands leaders de l'OS, il y avait Feu Aït Ahmed, Feu Ben Bella, Feu Mohamed Boudiaf en faisait partie évidemment. Cette expérience de la Deuxième Guerre mondiale est très importante pour comprendre l'évolution vers la lutte armée qui a été décidée en 1954 avec cet intermède très important de l'organisation spéciale de 1940-1950. Car sachez qu'en 1950, la plupart des acteurs de l'organisation spéciale ont été poursuivis par l'armée française, ont été condamnés par défaut par l'armée française. Et d'ailleurs, Feu Mohamed Boudiaf a été condamné à 2 reprises par défaut, donc par contumace, à 8 ans de prison d'abord et ensuite à 10 années de prison en 1950. Alors, si je maintiens cette feuille où nous voyons le président Feu Mohamed Boudiaf avec sa main comme ça, c'est parce qu'il a publié un livre en 1964 qui s'appelle « Où va l'Algérie ?» Oui, où va l'Algérie? Pourquoi a-t-il écrit ce livre? Un petit livre de 156 pages. C'est parce qu'en dépit de son long combat pour l'indépendance de l'Algérie, donc j'ai fait mention qu'il a été un des acteurs de l'organisation spéciale entre 1949 et 1950. Ensuite, ça a été le fondateur du groupe des 22 qui a décidé à partir d'octobre 1954 de déclencher la lutte armée pour l'indépendance algérienne. Ensuite, il a été arrêté avec 4 autres leaders dans le fameux avion qui a été détourné par l'armée française. C'est le premier détournement d'avion de l'histoire, le 22 octobre 1956. C'est un avion qui avait décollé du Maroc pour se rendre en Tunisie. À l'époque, les leaders nationalistes des pays du tiers-monde, notamment d'Afrique du Nord, avaient dit que la seule solution pour lutter contre le colonialisme français, c'était la mise en place d'une fédération nord-africaine. Ne l'oubliez jamais. Les nationalistes algériens, nationalistes tunisiens et les nationalistes marocains, donc tunisiens par exemple, Feu Bourguiba ou marocain Feu Allal El-Fassi, et bien sûr nos nationalistes algériens, avaient convenu que la lutte pour l'indépendance de leurs pays respectifs, c'est-à-dire Algérie, Maroc et Tunisie, n'avait de sens que dans la perspective de la mise en place d'une fédération, d'une union nord-africaine. Jamais les nationalistes de ces pays n'avaient envisagé leur combat uniquement pour libérer chacun de ces pays individuellement. Non, pas du tout. Leur ambition, c'était de créer une force nord-africaine. Ah, mais après, vous savez, sitôt les indépendances acquises, donc en mars 56 pour la Tunisie et le Maroc, et en juillet 62 pour l'Algérie, vous savez, le Kursi, le pouvoir rend fou, car le pouvoir est associé à des privilèges, à des honneurs, à de l'argent, et dès qu'on obtient l'indépendance, on oublie les idéaux, les beaux idéaux qui ont bercé tant de générations de Nord-Africains, que ce soit des Algériens, des Marocains et des Tunisiens. Et vous voyez que 63 ans après l'indépendance algérienne, 69 ans après les indépendances tunisiennes et marocaines, vous avez vu que les démons du pouvoir ont créé une espèce de nuage
nuage d'absurdité, nuage d'égoïsme, nuage de populisme étroit. Ces trois nuages-là ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes divisés plus que jamais. Et au nord de l'Afrique du Nord, il y a une puissance énorme qui s'appelle l'Union européenne, forte de ces 29 pays, où pratiquement une monnaie unique, un drapeau unique et un passeport unique imposent son diktat, non seulement à l'Algérie, à la Tunisie et au Maroc séparément, mais impose son diktat économique, politique et diplomatique à l'ensemble du continent africain. Et aujourd'hui, vous avez vu, on n'est même pas capable de faire adopter une résolution qui tendrait à reconnaître un État palestinien. Et oui, la division est un cancer qui est en train de ronger de l'intérieur non seulement les pays africains, mais aussi les pays nord-africains et plus largement les pays musulmans qui sont pourtant au nombre de 56. Alors revenons à feu Mohamed Boudiaf, Rabbi Yarhamou. En 64, il a publié ce livre qui s'appelle « Où va l'Algérie ?» car sitôt libéré des geôles françaises le 19 mars 1962 à l'occasion de la signature des accords d'Évian, Mohamed Boudiaf pensait qu'il allait jouer un rôle important dans l'Algérie indépendante qui officiellement a été décrétée indépendante le 3 et 5 juillet 1962. Ça n'a pas été le cas. Lorsqu'il y a eu le coup de force de feu Houari Boumediene, feu Mohamed Boudiaf a rejoint Ait Ahmed. Il le connaissait bien, Ait Ahmed, car ils étaient ensemble dans l'OS, l'organisation spéciale en 49-50, ils étaient ensemble pour le déclenchement de la révolution en 54, ils étaient ensemble dans les prisons françaises entre 56 et 62. Donc, quand on est ensemble, on se fait confiance. Et vous avez vu, il y a eu un tournant autoritaire à partir de septembre 62. Et feu Mohamed Boudiaf n'était pas content de voir que les choses commençaient à tourner mal. Et il a été emprisonné, il a été envoyé dans le Sahara. Vous savez, le Sahara, il n'y a pas que des richesses au Sahara. Le fameux Sahara pétrolier et gazier. Mais oui, son compagnon de route, son compagnon de prison, Ahmed Belbella, lorsqu'il est devenu président en 63, n'était pas content de l'attitude de feu Mohamed Boudiaf. Donc il l'a envoyé au Sahara. Voilà. Il n'y a pas que lui, hein. Vous savez que même Farhat Abbas a été dans un centre, allez, on va dire en résidence surveillée au Sahara, Adrar, Ain Salah. Et ensuite, il a été condamné, comme d'autres. Vous savez, d'abord la France condamne, ensuite l'Algérie condamne. C'est comme ça. C'est le pouvoir. Vous savez, encore une fois, hein, le pouvoir a sa propre logique. L'État a sa propre logique. Je reviens là-dessus. Hein. L'État est autonome par rapport à la société. L'État ne fait pas un avec la société. C'est un organe indépendant de la société. Et ça a commencé déjà en 62. C'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. L'État et ses institutions est autonome, je dirais même est indépendant de la société et du peuple. Et donc, lorsque feu Mohamed Boudiaf a été libéré, il est parti au Maroc. Et ça a duré 27 ans. Mais lorsqu'il a été libéré, en janvier 64, donc il a décidé de publier ce livre, Où va l'Algérie? Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Dans ce livre, donc, Où va l'Algérie? Donc avec un sous-titre Notre Révolution, Mohamed Boudiaf. Donc, dans son avant-propos, vous savez, c'est bien de lire un titre, mais c'est encore mieux de lire le livre tout court. Dans son avant-propos, il dit « Il y a maintenant plus de 3 mois que j'ai été enlevé à Alger. L'événement, pour être précis, s'est déroulé le 21 juin 63. Le fait a sans doute peu d'importance par lui-même, mais il a une grande signification
politique. Je rends public le journal de ma captivité. Quand il parle de captivité, ce n'était pas dans les geôles françaises entre 56 et 62, mais dans les geôles algériennes. Il dit « Je rends public le journal de ma captivité, donc de ma détention, dans le seul but de tirer les leçons de cette affaire en démontrant le mécanisme policier. Le meilleur moyen d'y parvenir est de laisser parler les faits. Ils sont une excellente illustration des méthodes d'un pouvoir acculé à commettre les pires illégalités pour écarter de sa voie toute difficulté susceptible de freiner sa marche vers la dictature. » Alors, encore une fois, je contextualise ce livre. On est au début de la dictature de Ahmed Ben Bella, donc qui a dirigé l'Algérie entre 1963 et 1965. Et il dit « En agissant ainsi, j'ai la conviction de servir la cause de la démocratie et les droits imprescriptibles de la personne humaine, droits aujourd'hui bafoués par des hommes qui en sont arrivés à ne plus rien respecter. Mon arrestation et celle de mes compagnons, bien qu'elle ne touche directement que quelques militants, encore une fois, il ne parle pas d'arrestation de tout le peuple algérien, c'est absurde, il parle de l'arrestation de quelques militants, me semble significative d'un danger potentiel. Elle a marqué un tournant dangereux de la politique du régime, donc de Ben Bella. La succession d'événements qui a suivi notre enlèvement permet de comprendre ce glissement vers l'abîme. L'abîme, c'est une espèce de trou. Le pouvoir personnel et la dictature policière. Il est temps pour chaque Algérien de définir clairement sa position avant qu'il ne soit trop tard. Le silence est pour le pouvoir la meilleure couverture, à l'abri de laquelle il cherche à imposer au pays un régime à sa convenance, fait de contraintes et d'arbitraire. Alors, il énumère un certain nombre de constats que je vais vous citer. 1. Absence totale de liberté d'expression et d'opinion. 2. Contrôle absolu de toute la presse et des moyens de propagande. 3. Renforcement de l'appareil policier. 4. Existence et renforcement d'un appareil militaire. 5. Constant appel démagogique aux foules. Parce qu'à l'époque, Ben Bella adorait faire des speeches, des tribunes. Voilà, il parlait à la télé ou dans des manifestations au peuple. Il avait hérité ça de l'Égyptien Gamal Abdel Nasser. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recours à l'occasion de chaque difficulté nouvelle à des diversions, c'est-à-dire complot, excitation, intimidation. Et il en tirait comme conséquence un régime qui emploie de telles méthodes se sait condamné à court terme à l'alternative, de petits points, ou bien sombrer honteusement, ou se maintenir par la force. Le pouvoir a fait son choix le jour où il n'a pas craint de faire affronter des djounoud au risque de déclencher une guerre civile généralisée. Vous imaginez comment il était visionnaire? En 64, feu Mohamed Boudiaf craignait qu'il y ait une guerre civile généralisée. Et en effet, elle a eu lieu non pas en 64, mais elle a eu lieu entre 1992 et 2000. Vous voyez, il y a quand même des hommes qui sont visionnaires. Et rajouter, tout le mal a commencé à ce moment et n'a fait depuis que développer inexorablement ses conséquences. Vous savez que cet homme, feu Mohamed Boudiaf, il a arrêté l'école en 5e, c'est-à-dire il avait 12 ans. Mais, quand il était en prison, en France, entre 1956 et 1962, feu Mohamed Boudiaf a lu des tonnes de livres. Tous les jours, il lisait des livres. Eh oui. Quand on arrête l'école prématurément à cause du combat nationaliste, heureusement qu'il y a la prison, car en prison, vous avez le temps de lire, vous avez le temps de réfléchir. Et quand vous lisez, votre cerveau n'est pas pris par les contingences de la vie quotidienne. Et c'est parce qu'il a lu, en plus du fait que c'était un militant hors pair, un militant révolutionnaire,
que feu Mohamed Boudiaf a pu être si visionnaire sur la menace d'une guerre civile en Algérie. Et c'était en 1964. Vous imaginez? Il a anticipé la guerre civile algérienne. Allez, on calcule. 28 ans avant qu'elle se produise. 64, 92, ça fait 28 ans. C'est ça les grands hommes. C'est ça les grands hommes. Alors maintenant, où va l'Algérie? Voilà. Publié en janvier 1964. Où va l'Algérie? Écoutez, on en parlera plus tard, n'est-ce pas? On en parlera plus tard. Alors, est-ce que c'est une exception? Est-ce que c'est une exception de voir des hommes d'État se faire tuer par balle par leur propre peuple, par ou bien des militaires, ou bien des civils? Eh bien non. Eh bien non. Il y a un article qui est paru le 8 juillet 2022 à l'occasion de l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, c'était le 8 juillet 2022. Il y a un article qui énumérait un certain nombre d'hommes d'État, de présidents, de chefs de gouvernement qui avaient été assassinés par balle. Assassinés par balle. Et dans cet article, on voit bien la photo de feu Mohamed Boudiaf avec celle du président américain John Fitzgerald Kennedy, qui lui aussi a été assassiné par balle le 22 novembre 1963 à Dallas. Ici, le chef du gouvernement israélien Yitzhak Rabin qui a négocié la paix avec feu Yasser Arafat. Et ici, la chef du gouvernement indienne Indira Gandhi. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Alors, je vais vous faire une petite rétrospective historique des hommes d'État, de responsables politiques qui se font assassiner par leur propre peuple, par leurs propres citoyens, donc civils ou militaires. Donc je vous ai parlé de Shinzo Abe, donc le chef du gouvernement japonais. Donc, vous voyez, ça touche tout le monde, hein, les assassinats d'hommes politiques. Donc c'était le 8 juillet 2022. Il y a eu donc, comme je viens de vous le dire aussi, le 22 novembre 63, John Fitzgerald Kennedy. Vous imaginez la plus grande démocratie au monde, la première puissance mondiale, qui tue le président américain, un Américain, Lee Harvey Oswald. Donc je poursuis le 6 octobre 1981, l'Égypte avec Anwar Sadat. Anwar Sadat, vous savez, il a été tué car on lui a reproché d'avoir négocié une paix séparée avec le terroriste Menahem Begin, vous imaginez? Menahem Begin, qui était un terroriste bien connu, notamment à partir de 1945 en Israël, en Palestine. À l'époque, on appelait ça la Palestine. Vous savez qu'Israël n'a été créé que par une décision des Nations Unies. Donc, elle a déclaré officiellement sa naissance le 14 mai de 1948. Vous savez, 14 mai 2022, j'avais été emprisonné ce jour-là à la prison de Schleff. Vous savez, je suis historien. Vous savez, les dates, ça me titille, les dates. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je me fais incarcérer dans mon pays un jour anniversaire de la création d'Israël. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc, Anwar Sadat, qui avait pourtant déclaré la guerre à Israël pour récupérer le Sinaï, pour récupérer la Palestine, pour récupérer le Golan, c'était en 73, 4 ans après, il décide, sans consulter ses voisins, sans consulter les pays musulmans ou arabes, il décide de faire un discours à la Knesset, le Parlement israélien. Ensuite, il décide de négocier une paix séparée. Oui, parce qu'à ce moment-là, l'Égypte avait décidé de tourner le dos à son rêve panarabiste et le seul objectif de Sadat, c'était de récupérer le Sinaï qui avait été pris par la force par l'armée de Tel Aviv en 67. Et à l'époque, le président algérien Feu Ouali Boumedienne avait très mal pris la décision unilatérale de Sadat de négocier avec Tel Aviv, surtout que l'Algérie avait participé avec la Syrie, avec l'Irak, non pas l'Irak, avec l'Arabie Saoudite. On oublie d'en parler.
l'Arabie Saoudite avait un grand roi, le roi Faisal. Et en 1973, Faisal d'Arabie Saoudite avait discuté avec Sadat, avec Houari Boumediene, avec Saddam Hussein. Il leur a dit « Allez-y, allez-y, faites la guerre. Moi, je suis prêt à financer. » Il avait donné $1 milliard de l'époque. C'était énorme. C'était un grand roi, le Malik Faisal. Vous savez ce qui lui est arrivé 2 ans après? Le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Il a été tué par un neveu. Mais vous savez très bien, s'il a été tué, c'est parce qu'il avait franchi la ligne rouge, le roi Faisal d'Arabie Saoudite. C'est dommage qu'on n'en parle pas de ces grands hommes. L'Arabie Saoudite a eu un grand roi, le roi Faisal. Donc Sadat a été tué le 6 octobre 1981 car il avait franchi la ligne rouge de la solidarité musulmane, la solidarité arabe. Il avait décidé de privilégier les intérêts de l'Égypte avant les intérêts de la Palestine, et un groupe islamiste des frères musulmans avait décidé de l'assassiner lors d'un défilé militaire. Et c'est son vice-président Hosni Moubarak qui avait assuré la succession de Sadat en 1981. Alors Boudiaf, évidemment, feu Mohamed Boudiaf, le 29 juin 1992, donc a été assassiné. Ensuite, le 7 juillet 2021, il y a eu un président d'Haïti. Vous savez que Haïti a été la première république noire de l'histoire. Haïti, c'est non loin des côtes américaines. Ne l'oubliez pas, Haïti a été la première république noire. Il y avait des grands leaders haïtiens, je ne sais pas si vous les connaissez. Toussaint Louverture, vous imaginez Toussaint Louverture a rivalisé de grandeur avec Napoléon Bonaparte. Est-ce que vous imaginez 1801-1802, vous imaginez? Vous avez un général noir qui dit à l'époque il était consul, Bonaparte avant qu'il devienne empereur à partir de 1804, et il dit « Moi, j'ai combattu l'armée française. » Et en effet, Toussaint Louverture a combattu l'armée française et a triomphé de l'armée française. Et ensuite, c'est son adjoint Jean-Jacques Dessalines qui a déclaré la naissance de la première république noire de l'histoire à Haïti. Bon, alors, Toussaint Louverture a mal fini car il avait été kidnappé par l'armée française et il croyait que Napoléon Bonaparte allait le respecter. Oui, entre généraux, pensait qu'il allait être respecté. Non. Le général Bonaparte n'a eu aucun respect pour le général Toussaint Louverture et il l'a enfermé en France, dans le Jura. Il est mort malheureux, le pauvre Toussaint Louverture. Et sachez que la Révolution française de 1789 avait aboli l'esclavage. Dites-vous qu'en 1802, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage. Incroyable. Hein? Aujourd'hui, les Français adorent Napoléon alors que ce monsieur a tourné le dos aux idéaux de la Révolution française en rétablissant l'esclavage en 1802. Il a fallu attendre 1848 pour que l'esclavage soit aboli dans les colonies françaises. Donc, le président d'Haïti, il s'appelle Jovenel Moïse, a été assassiné le 7 juillet 2021 par un commando d'une vingtaine de personnes, dont 18 Colombiens. Bizarre. Vous voyez, il y a des mercenaires partout. Hein. Même à Haïti, il n'y a pas que... En Afrique, il y a des mercenaires. Avant, il y avait les mercenaires français de Bob Denard qui faisaient la pluie et le beau temps de tous les coups d'État en Afrique. Et maintenant, vous savez, c'est les mercenaires russes de Wagner qui font la pluie et le beau temps au Sahel pour créer des problèmes au Sahel, notamment à notre pays. On continue. En 1981, vous connaissez Indira Gandhi. Indira Gandhi, c'était une dame de fer. Vous savez qu'on l'appelait la dame de fer. La dame de fer, Indira Gandhi. Donc, elle a été tuée le 31 octobre, donc 1984 à New Delhi, par ces 2 gardes du corps sikhs. Ça vous rappelle rien? Eh oui.
En général, on est massacré par ceux qui sont proches. C'est un peu ce qui s'est passé avec feu Mohamed Boudiaf. C'est son garde du corps qui l'a assassiné le 29 juin. Un de ses gardes du corps, les forces spéciales, le 29 juin 1992. Ben, sachez qu'il s'est passé exactement la même chose pour Indira Gandhi. Le 31 octobre 1984, c'est deux gardes du corps sikhs qui l'ont assassiné. Alors, son fils a pris la relève de sa maman, Rajiv Gandhi. Alors, pour la petite histoire, que ce soit Indira Gandhi ou son fils Rajiv Gandhi, n'ont pas de lien avec le Mahatma Gandhi, qui a été lui aussi assassiné en 1948 par un hindou et pas par un musulman. Indira Gandhi n'est pas la fille du Mahatma Gandhi. Indira Gandhi est la fille du premier ministre indien, Nehru. Mais son mari s'appelait Gandhi. Donc c'est pour ça que Indira Gandhi, donc ayant le même nom que son mari qui s'appelait aussi Gandhi, donc s'appelle donc Indira Gandhi, son fils Rajiv Gandhi, mais il n'y a pas de lien avec le Mahatma Gandhi et Indira Gandhi. Donc Rajiv Gandhi, qui a pris la succession de sa maman, Indira Gandhi, a lui aussi été assassiné en 1991, le 21 mai 1991, par un extrémiste tamoul cette fois-ci. Donc sa maman a été tuée par deux gardes du corps sikhs, et lui, son fils, a été tué par un tamoul cette fois-ci. Alors maintenant, changeons de continent. 1986, vous connaissez la Suède. Vous savez qu'en Suède, il y avait un grand premier ministre qui s'appelait Olof Palme. Olof Palme était un défenseur de la cause palestinienne. D'ailleurs, il s'entendait très bien avec feu Ouavi Boumediene. Et Olof Palme a été tué le 28 février 1986. Il avait 59 ans à Stockholm, donc la capitale suédoise. Et vous savez à quel moment il s'est fait tuer? Il était au cinéma avec sa femme. Il sort du cinéma sans garde du corps. Car les Scandinaves ont cette particularité, c'est que les hommes politiques n'adorent pas le pouvoir. Ils ne sacralisent pas le pouvoir. Les hommes politiques scandinaves, que ce soit la Suède, le Danemark, la Finlande ou l'Islande, ils vivent comme n'importe quel citoyen. Il y en a qui vont au travail, au ministère à vélo. Et Olof Palme, voilà, il va au cinéma avec sa femme, tranquillement. Et il sort du cinéma et il se fait tuer. C'était le 28 février 1986. Il n'avait même pas de garde du corps. Et c'est bien après, en 2020, qu'ils ont pu identifier son assassin. Mais il était mort déjà en 2000 et son assassin s'appelle Stig Engström. Mais voilà, il n'y a pas eu de suite judiciaire à son assassinat. Donc maintenant, revenons au Moyen-Orient, 1995, Yitzhak Rabin. Voilà, vous connaissez Yitzhak Rabin. C'était le 4 novembre 1995. Il a été assassiné à Tel Aviv. Pas par un Palestinien. Hein. Non. Par un juif extrémiste. Vous imaginez? Et c'était à la fin d'une manifestation pour la paix. Alors pourquoi il a été assassiné par un juif extrémiste, le chef du gouvernement israélien, Yitzhak Rabin? Car en 1993, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, en Norvège, à Oslo, il y a eu les fameux accords de paix entre les Israéliens et les Palestiniens de Yasser Arafat. Et lors de ces accords de paix de Oslo, Tel Aviv avait accepté d'accorder à peu près 20% de territoire palestinien à l'autorité palestinienne, dont le siège devait être à Ramallah. Donc en 1993, Tel Aviv a accepté que l'autorité palestinienne, donc de Yasser Arafat, contrôle la Cisjordanie, en tout cas une partie de la Cisjordanie, et Gaza. Mais les extrémistes juifs, qui font partie aujourd'hui du gouvernement du génocidaire Netanyahou, ont dit « Ah non, nous on ne donne rien ». Car pour les extrémistes religieux juifs, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, eux ne l'appellent pas la Cisjordanie, ils l'appellent la Judée-Samarie. Judée-Samarie, c'est le nom biblique de la Cisjordanie. Et aujourd'hui, ces gens-là font partie du gouvernement extrémiste du génocidaire Netanyahou. Oui. Et c'est la raison pour laquelle
Ces gens-là ne veulent absolument pas qu'il y ait un État palestinien, et ces gens-là favorisent la mise en place de colonies extrémistes juives en Cisjordanie. Et aujourd'hui, la Cisjordanie est occupée à 60% par ces colons extrémistes. Alors ces colons extrémistes n'en ont que faire de Gaza, ça ne les intéresse pas du tout, car Gaza n'existait pas à l'époque biblique, il n'y a pas de référence biblique à Gaza, alors qu'en Cisjordanie, c'est le cœur de l'identité juive pour ces extrémistes juifs. La Judée-Samarie est le cœur de ce qu'ils appellent Eretz Israël, du grand Israël. Et c'est la raison pour laquelle, en dehors des, on va dire, des financiers israéliens, Gaza n'intéresse pas les extrémistes juifs. Je tiens à vous le dire pour que vous ne vous trompiez pas en termes d'analyse. Gaza intéresse les laïcs juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz au large de Gaza, à peu près 35 km de Gaza. Mais les extrémistes juifs ne sont absolument pas intéressés par Gaza. En revanche, ils sont fortement intéressés par la Cisjordanie, qu'ils appellent, comme je viens de vous le dire, la Judée-Samarie. Donc il y a une sacralité de la Judée-Samarie, donc de la Cisjordanie pour les extrémistes juifs, alors que pour ces extrémistes juifs, Gaza ne représente aucune sacralité. Vous savez qu'en 1948, Gaza, c'était un petit village, il y avait 1000 habitants seulement. Oui, en 1948, avant l'exode, avant la guerre entre les pays arabes et le jeune État israélien, Gaza n'était peuplé que par 1000 habitants. Aujourd'hui, c'est plus de 2 200 000 habitants. Donc, je résume, Gaza n'intéresse absolument pas les extrémistes juifs. Ce qui intéresse les extrémistes juifs qui font partie du gouvernement actuel du génocidaire Netanyahou, c'est la Cisjordanie. Et c'est la raison pour laquelle ils ne lâcheront jamais la Cisjordanie. Et puisqu'ils ne lâcheront jamais la Cisjordanie, il est absolument vital de faire reconnaître le plus rapidement possible un État palestinien, où ça? En Cisjordanie. Et on attendra un peu pour Gaza. Pourquoi il faut absolument faire reconnaître un État palestinien urgemment en Cisjordanie, justement pour couper l'herbe sous les pieds de ces extrémistes juifs qui font partie du gouvernement du génocidaire Netanyahou. Il faut parfois faire preuve d'analyse historique et politique quand on parle d'un sujet aussi important que le sujet de la création de l'État palestinien, pour ne pas se tromper de cible. D'abord, reconnaissons un État palestinien en Cisjordanie qui risque d'être remis en question justement par ces extrémistes juifs, et ensuite on s'occupera dans un deuxième temps de Gaza. C'est la même méthode qu'a utilisée l'Allemagne. Vous savez qu'à partir de 1949, l'Allemagne était divisée en deux pays. D'abord la République fédérale d'Allemagne, ensuite la République démocratique d'Allemagne. Donc de 1945 au 3 octobre 1990, c'était deux États séparés. Et la réunification de l'Allemagne n'a eu lieu que le 3 octobre 1990. Donc je reviens à l'assassinat du chef du gouvernement israélien Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995. Il a été assassiné parce que pour les extrémistes juifs, il avait commis l'irréparable, c'est-à-dire céder la Cisjordanie, en tout cas 20% de la Palestine à l'autorité palestinienne, ce qui pour les extrémistes juifs est inadmissible, inacceptable et une atteinte à la sacralité de ce qu'ils considèrent comme être la Judée-Samarie. Je poursuis la série des assassinats politiques par des soldats ou des militants du même pays. 2007, le 27 décembre 2007, c'était autour de la première chef de gouvernement femme dans un pays musulman qui s'appelait Benazir Bhutto. À 2 reprises, elle a été chef du gouvernement pakistanais. Vous savez que Benazir Bhutto a fait Oxford, donc c'est une brillante étudiante
à Oxford en Angleterre. C'était la fille de l'ancien premier ministre président du Pakistan qui s'appelle Ali Bhutto. Lui-même a été assassiné. Vous savez, on se fait assassiner de père en fils ou de père en fille dans certains pays. Donc vous avez vu qu'Indira Gandhi a été assassinée, son fils Rajiv Gandhi a été assassiné. Au Pakistan voisin, ennemi et voisin, donc il y a eu Ali Bhutto qui a été assassiné et sa fille aussi qui a été assassinée. Donc c'était le 27 décembre 2007, vous connaissez bien cette date, 27 décembre. Elle correspond à la fois à l'assassinat de notre héros national Abbar Ramdan et aussi à la mort de Feu Houari Boumediene le 27 décembre 1978. Alors, vous voyez bien que c'est un peu compliqué la vie quand on fait de la politique. Il y a de fortes chances que ce soit dans des pays démocratiques comme la Suède ou les États-Unis ou dans des pays autoritaires comme le Pakistan ou Israël ou l'Égypte ou l'Algérie, quand on franchit certaines lignes rouges, il y a de fortes chances qu'on se fasse assassiner, mais c'est la vie. La politique n'est pas un combat facile, n'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, je voulais profiter, entre guillemets, de la commémoration de l'assassinat de feu Mohamed Boudiaf pour vous rappeler qu'il est important, pour éviter ou bien des guerres civiles ou des assassinats politiques, qu'il y ait des débats au sein de la société, notamment la société algérienne, sur les thèmes qui intéressent le peuple algérien, le thème de la justice, le thème de la liberté, le thème de la souveraineté. Vous voyez qu'en ce moment, l'Algérie est attaquée de toutes parts, que ce soit en France ou au Sahel ou bien chez notre voisin de l'Ouest. Il est important de réouvrir les débats de façon pédagogique, de façon pacifique, pour essayer de trouver des solutions ensemble, dans le calme, dans la sérénité, et avec un esprit patriotique et un esprit de souplesse. Où va l'Algérie? C'est la question que s'est posée feu Mohamed Boudiaf en 1964. C'est la même question que je vous repose aujourd'hui en 2025. Où va l'Algérie? Barakallahu fikoum. Tahiyat Jazair. Wallah yarham shuhada.